Je peux vous dire que le problème numéro un à Hollywood TS sera toujours, c'est le plus grand problème pour les enfants dans cette Tend la industrie. main et pose sa main sur mon genou. J'ai la chair de poule. Tu as froid, dit-il, inquiet. Je ne pense pas que ce soit pour cela que j'ai eu la chair de poule, mais je suis d'accord. Il vaut toujours mieux être d'accord avec le Créateur. Il tapote mes épaules, et puis le tapotement se transforme en massage. Je veux dire quelque chose, lui dire d'arrêter, mais j'ai tellement peur de faire... Je veux dire, ce soir-là, je me suis sentie comme une fille. Je me suis sentie comme une fille jouant Myrtle Urkel. Mais j'ai pleuré comme un bébé à la fin de cet enregistrement. J'ai craqué. Hollywood prospère en créant des fantasmes scintillants, des sensations du jour au lendemain, des galas étincelants et de jeunes talents apparemment enchantés. Pourtant, sous la surface se cache une réalité bien différente. Pour d'innombrables jeunes artistes, l'industrie n'est pas un terrain de jeu de glamour et de gloire, mais un champ de bataille intense avec des horaires exténuants, des figures d'autorité manipulatrices et une obligation tacite de se conformer sans poser de questions. J'en ai parlé à mon père et à ma mère. Mon père a pris son parti. Et cela m'a tout simplement détruit en tant qu'enfant parce que celui qui était censé me protéger ne l'a pas fait. Certains étaient réduits à des sources de revenus, tandis que d'autres ont enduré des traumatismes qu'aucun enfant ne devrait affronter. Ensuite, il y a les normes bizarres, non écrites de Tinseltown qui ont longtemps alimenté les spéculations. D'anciens jeunes stars ont révélé des récits étonnants des coulisses, brisant les illusions sur l'éthique du monde du divertissement. Le rêve ressemble souvent plus à un cauchemar lorsqu'il est vécu à travers les yeux d'un enfant. Qu'est-ce qui se cache au-delà des gros titres? Disons simplement que les dessous de l'industrie impliquent bien plus que des rencontres et des tables de snacks interminables. Jaleel White. La performance de Jaleel White en tant que Steve Urkel dans Family Matters l'a établi comme une icône culturelle. Un nerd maladroit en bretelles dont les bouffonneries sont devenues un incontournable des années 90. Et pourtant, derrière les rires, le parcours de White en tant qu'enfant acteur était semé de défis, y compris un moment traumatisant qui l'a obligé à affronter les traditions problématiques d'Hollywood. Lors d'un épisode où Urkel imitait sa cousine Myrtle, White a dû se travestir. L'expérience a profondément perturbé le jeune acteur, se terminant en larmes après le tournage. « J'ai pleuré comme un bébé », se souvient-il, luttant avec le poids émotionnel d'incarner un personnage travesti. Ajoutant à sa détresse, ses co-stars Joe Murray Payton et Reginald Val Johnson ont exprimé des inquiétudes selon lesquelles la représentation perpétuait des stéréotypes raciaux nuisibles. Ils m'ont fait savoir que je ne rendais pas service à notre race, partage White, soulignant la tension entre la comédie et la sensibilité culturelle. Cet incident souligne un trope récurrent à Hollywood, l'utilisation d'acteurs noirs masculins déguisés en femmes pour l'humour. Un schéma visible chez des personnages comme Géraldine de Flip Wilson ou Madea de Tyler Perry. Les critiques soutiennent que cela renforce des stéréotypes limitants, réduisant la masculinité noire à une caricature. Dave Chappelle a notamment refusé un tel rôle dans un film avec Martin Lawrence, le rejetant comme un cliché éculé. Pour White, cependant, la défiance n'était pas une option. En tant que jeune acteur naviguant les exigences de l'industrie, il se sentait obligé de se conformer, rappelant nettement les pressions uniques auxquelles font face les vedettes enfantines. Son histoire révèle le conflit entre les attentes artistiques et l'intégrité personnelle, en particulier lorsqu'il s'agit de naviguer entre race et identité. Bien que l'Urkel de White reste apprécié, ses luttes en coulisses offrent un regard sobre sur le coût de la célébrité et les problèmes systémiques qui persistent dans le divertissement. En réfléchissant à son expérience, White reconnaît la résilience nécessaire pour endurer de tels défis. Pourtant, son parcours soulève également des questions sur les dynamiques de pouvoir à Hollywood, où la vulnérabilité de la jeunesse entre souvent en conflit avec les systèmes établis. Normes. Alors que l'industrie se penche sur son passé, la franchise de White sert à la fois d'avertissement et d'appel au changement. Dustin Diamond. Dustin Diamond a jamais gravé dans la culture pop comme Screech de Sauvé par le Belle se retrouvait piégé dans un récit dont il ne pouvait s'échapper. Son parcours après la célébrité était marqué par un sentiment d'abandon, par une industrie qu'il avait autrefois propulsée sous les projecteurs. Dans son autobiographie révélatrice, Derrière la cloche, Diamond a exposé les dures réalités en coulisses de la sitcom adorée des années 90. Il a décrit son sentiment d'être un étranger, à la fois devant et derrière la caméra. L'humour de son personnage étant à ses dépens personnels. « J'étais Screech, un monstre, un étranger », a-t-il écrit, révélant comment l'expérience l'a laissé se sentir isolé plutôt que célébré. La fin de l'émission n'a apporté aucun soulagement. Contrairement à ses costars qui ont évolué vers de nouveaux rôles, Diamond a découvert qu'Hollywood ne s'intéressait pas à lui au-delà de son personnage de Screech. Lorsqu'il a dépassé ce personnage, l'industrie l'a abandonné. Les gens pensaient que j'étais Screech, et ils ne voulaient plus de Screech.
Il a admis. Les luttes professionnelles ont saigné dans sa vie personnelle. Instabilité financière, problèmes juridiques et une amertume croissante envers les cadres du divertissement sont devenus sa nouvelle réalité. Diamond a parlé franchement de se sentir exploité, ayant suivi les ordres en tant qu'enfant seulement pour être jeté lorsqu'il ne servait plus l'heure. Le désespoir a conduit à des décisions discutables. Dans une tentative mal avisée de retrouver sa pertinence et une stabilité financière, il est apparu dans un film pour adultes controversé, un geste qui s'est retourné contre lui de manière spectaculaire, lorsqu'il a été révélé qu'il avait utilisé une doublure pour les scènes explicites. Les dommages à sa réputation étaient faits avec des gros titres criants « Screech arrêté », plutôt que de mentionner Dustin Diamond. Ces ennuis juridiques ont culminé avec une arrestation en 2014 après une altercation dans un bar au Wisconsin. Diamond a affirmé qu'il avait agi en légitime défense pour se protéger, lui et sa fiancée, mais le récit public avait déjà été écrit. Tout au long de ces difficultés, Diamond a soutenu qu'Hollywood échouait systématiquement les enfants aux stars. Personne ne vous prépare à la vie après. Il a écrit. Un jour, vous êtes au sommet du monde. Le suivant, vous êtes rien. Tragiquement, l'histoire de Diamond a pris fin en 2021 lorsqu'il a été diagnostiqué avec un cancer du poumon de stade 4. En quelques semaines, à seulement 44 ans, il était parti. Bien que ses anciens coéquipiers aient exprimé leur tristesse à son décès, Diamond avait passé des décennies à se sentir comme un étranger, même parmi ceux avec qui il avait grandi sur le plateau. Pour les fans, il était le meilleur ami maladroit. Pour lui-même, il était un enfant acteur qui n'a jamais vraiment pu grandir. Jennette McCurdy. L'histoire de Jennette McCurdy n'est pas juste une autre autobiographie de célébrité. C'est une révélation troublante des coins les plus sombres de l'industrie du divertissement pour enfants. Son mémoire, « Je suis contente que ma mère soit morte », sert à la fois de réconciliation personnelle et de mise en garde sur l'exploitation des jeunes talents. Dès l'âge de 6 ans, la vie de Jennette a été orchestrée par une mère qui a transféré ses propres ambitions non réalisées sur sa fille. La pression a commencé tôt et s'est intensifiée à mesure que la carrière de Jennette progressait. Le contrôle de sa mère s'étendait à son régime alimentaire, introduisant une restriction calorique à l'âge de 11 ans sous le prétexte de manger sainement. Une manipulation qui frôlait la promotion d'un trouble alimentaire pour préserver son apparence juvénile pour les rôles. L'industrie elle-même s'est révélée tout aussi nuisible. Les récits de Jennette sur ses interactions avec des personnalités influentes, censés inclure le producteur Dan Schneider, révèlent un schéma troublant de violation des limites et de pression pour se conformer aux attentes des adultes alors qu'elle était encore une enfant. Elle a décrit avoir reçu de l'alcool alors qu'elle était mineure et avoir été poussée à porter des tenues révélatrices, tout en devant rester reconnaissante pour les opportunités. Même les supposés jalons de carrière, comme son spin-off Sam & Cat, sont devenus des sources de ressentiment. Le favoritisme perçu de Nickelodeon envers sa co-star, Ariana Grande, a mis en lumière le déséquilibre auquel de nombreuses stars enfantines sont confrontées lorsque leur valeur pour une chaîne devient transactionnelle. Peut-être plus choquant encore, Jennette a allégué que Nickelodeon lui avait offert 300 000 $ en argent de silence lorsqu'elle a quitté le réseau. Une affirmation qui, si elle est vraie, en dit long sur la manière dont certains dans l'industrie tentent de faire taire ceux qui pourraient révéler des vérités inconfortables. La décision de Jennette de quitter complètement le métier d'actrice représente un choix rare et courageux parmi les anciennes stars enfantines. Plutôt que de lutter pour maintenir sa pertinence, elle a redirigé sa créativité vers l'écriture et la réalisation, des activités qui l'intéressaient réellement. Son autobiographie se présente à la fois comme une catharsis et une condamnation d'une industrie qui privilégie souvent le profit au détriment du bien-être des enfants. Le titre, « Je suis contente que ma mère soit morte », choque initialement. Mais dans le contexte de son histoire, il révèle la relation complexe entre Jennette et la mère qui a à la fois lancé sa carrière et contrôlé sa vie. Le mémoire documente son parcours pour redécouvrir son identité après le décès de sa mère et la liberté qui est venue de se libérer de années de manipulation. L'histoire de Jennette nous oblige à confronter des vérités inconfortables sur l'exploitation des jeunes talents. Elle remet en question la notion idéalisée du vedettariat infantile et révèle plutôt un système où la vulnérabilité est monétisée. Sa volonté de partager ses expériences difficiles offre un aperçu précieux à ceux qui s'inquiètent de la manière dont nous traitons les jeunes. Interprète. En fin de compte, le récit de Jennette offre de l'espoir. En s'éloignant de l'environnement toxique de Hollywood et en créant son propre chemin, elle démontre qu'il est possible de se remettre de telles expériences. Son histoire ne parle pas seulement de survie. Il s'agit de redéfinir sa vie selon ses propres termes, prouvant qu'après avoir affronté le côté le plus sombre d'Hollywood, la découverte de soi authentique reste à portée de main. Todd Bridges. Todd Bridges, autrefois adoré comme Willis Jackson dans Diff'rent Strokes, a traversé des défis qui contrastent fortement avec son personnage télévisé.
son parcours de garçon doré d'Hollywood à un défenseur de la guérison est un exemple remarquable de résilience. Né à San Francisco en 1965, la carrière d'acteur de Todd a commencé tôt, le propulsant vers la célébrité en tant que grand frère charismatique dans l'émission iconique. Pourtant, derrière les coulisses, son enfance a été marquée par des traumatismes qui ont façonné ses luttes futures. Les pressions de l'industrie et l'exposition précoce aux substances sont devenues sa réalité. Todd a été franc sur son introduction aux drogues par sa co-vedette Dana Plato, ce qui a conduit à une spirale complète. Addiction. Vous ne commencez jamais cela en pensant que vous allez devenir accro. Ça arrive tout simplement, a-t-il réfléchi lors d'une interview. Mais le vrai tournant est venu quand Todd s'est senti abandonné par son père. Lorsque Todd a cherché la protection de son père face aux dangers de l'industrie, la réponse de son père l'a laissé dévasté. Quand je l'ai dit à mon père et à ma mère, mon père a pris son parti, et cela m'a complètement détruit en tant qu'enfant. L'homme qui était censé me protéger ne m'a pas protégé. Cette trahison plongea Todd dans une spirale émotionnelle. Sa carrière et sa vie personnelle commencèrent à se désintégrer, avec des ennuis judiciaires devenant monnaie courante. Dans sa vingtaine, Todd était autant connu pour ses difficultés que pour ses réussites en tant qu'acteur. Pourtant, l'histoire de Todd ne se termine pas en tragédie. Après avoir touché le fond, il a entrepris un chemin difficile vers la réhabilitation. Aujourd'hui, Todd est sobre et a transformé sa douleur en une mission. Il parle ouvertement de la santé mentale et de la dépendance, travaillant pour aider les autres à éviter les pièges qui l'ont autrefois consumé. J'essaie d'aider les jeunes acteurs à naviguer dans les défis de l'industrie, a partagé Todd dans une récente interview. Hollywood, ce n'est pas que des roses et du soleil. Ça peut te dévorer si tu n'es pas prudent. Le parcours de Todd sert à la fois d'avertissement et d'inspiration. Il prouve que même après avoir affronté une trahison inimaginable et une destruction personnelle, on peut se relever. Son plaidoyer et sa narration honnête ont aidé d'innombrables personnes à lutter contre des démons similaires. Comme le dit Todd lui-même, ce n'est pas combien de fois vous tombez, c'est combien de fois vous vous relevez. Et Todd s'est relevé plus de fois que la plupart ne pourraient l'imaginer. Corey Feldman. Pour ceux qui ont grandi dans les années 1980 et 90, Corey Feldman était l'incarnation de la magie cinématographique de l'enfance. Le gamin charismatique au sourire contagieux qui a joué dans des classiques comme Les Goonies et Stand By Me. Mais sous cet extérieur ensoleillé se cachait une histoire d'exploitation, de courage et de transformation qui finirait par redéfinir son héritage. Le parcours de jeune acteur chéri à lanceur d'alerte de l'industrie a commencé par un réveil douloureux. Lors d'une interview cruciale en 2013 avec Barbara Walters, Feldman a brisé l'illusion du glamour d'Hollywood, révélant une réalité plus sombre qui avait façonné sa vie en coulisses. Lorsqu'on lui a demandé ce qu'il dirait aux parents envisageant l'industrie du divertissement pour leurs enfants, la réponse de Feldman était à la fois franche et effrayante. S'il vous dit qu'il y a beaucoup d'exploitation dans cette industrie, c'est un oiseau à plusieurs plumes. Ces mots portent le poids de l'expérience personnelle. Feldman a révélé qu'en tant qu'enfant star, il a été victime de personnes puissantes qui restent actives à Hollywood. Il y a beaucoup de gens qui m'ont fait des choses horribles, a-t-il partagé, sa voix tremblant d'émotion. Et ils sont toujours au pouvoir, ils sont toujours là-bas, et ils travaillent toujours à Hollywood. L'interview a révélé non seulement un traumatisme personnel, mais aussi un schéma systémique d'abus qui n'a pas été contesté pendant des décennies. Feldman a décrit comment les prédateurs de l'industrie opéraient en toute impunité, protégés par leur statut et leurs connexions. Son histoire ne concernait pas seulement la survie, c'était une question de transformation. Feldman a expliqué comment, à 14 ans, il s'est tourné vers l'alcool et la drogue pour échapper à la douleur de ses expériences. Je buvais et faisais la fête juste pour essayer d'engourdir la douleur. Il révélait. La pression de la célébrité était devenue insupportable, le poussant vers des mécanismes d'adaptation destructeurs. Mais le récit de Feldman a pris un virage puissant vers le militantisme. L'interview a marqué sa transition de victime à protecteur. « Je ne fais pas ça pour moi », a-t-il déclaré. « Je le fais pour les enfants qui entrent dans cette industrie et qui ne savent pas. Je veux être celui qui les protège. » Sa mission allait au-delà des mots. Dans les années suivantes, Feldman est devenu un ardent défenseur de la réforme de l'industrie, tentant de dénoncer ceux qu'il affirme être responsables des abus. Bien que sa campagne documentaire de 2020 ait suscité la controverse, certains mettant en doute ses preuves, Feldman est resté inébranlable dans son engagement à vérité. Malgré les critiques et le scepticisme, Feldman a poursuivi sa quête de responsabilité. Son parcours, de star enfant à survivant de traumatisme, puis à défenseur, représente une évolution remarquable. Il a transformé sa souffrance personnelle en une force de changement,
défiant une industrie à affronter ses secrets les plus sombres. Aujourd'hui, l'héritage dépasse ses rôles de film. Il est un symbole de résilience pour ceux qui ont subi l'exploitation et un gardien pour les futures générations de jeunes artistes. Son histoire nous rappelle que le vrai courage réside souvent non pas dans l'évitement de la douleur, mais dans son utilisation pour créer un changement significatif. Orlando Brown. Le parcours d'Orlando Brown, de jeune star à défenseur d'une vie authentique, est une histoire de résilience face à une énorme adversité. Principalement connu pour son rôle d'Eddie Thomas dans la populaire série Disney, Phénomène Raven, le chemin de Brown à travers la célébrité a été tout sauf simple. À seulement 8 ans, Brown s'est retrouvé propulsé sous les projecteurs d'Hollywood, rejoignant la famille Disney. Un univers souvent perçu comme magique, mais que Brown décrira plus tard comme étant plus Holly Weird que merveilleux. Le jeune acteur a rapidement découvert que l'intérêt principal de l'industrie du divertissement n'était pas de développer son talent, mais d'exploiter son potentiel en tant que marchandise commercialisable. « Je n'étais pas prêt pour la célébrité et je n'étais pas prêt pour la pression », a confessé Brown rétrospectivement. Le système qui l'a propulsé vers la célébrité précoce montrait peu de considération pour son développement émotionnel ou son libre arbitre. Beaucoup de gens te feront sentir que tu n'es rien. Ils te prennent ta vie. Ils prennent tout, a-t-il révélé, soulignant la nature exploitante de ses premières expériences de carrière. Alors que Brown traversait l'adolescence sous le regard impitoyable de la célébrité, le poids de maintenir l'image parfaite de Disney commençait à se manifester de manière préoccupante. Son comportement devenait de plus en plus imprévisible, parallèlement à une descente dans l'abus de substances, un mécanisme d'adaptation courant pour les jeunes stars submergés par les pressions de l'industrie. « Je n'étais pas prêt pour tout ça, mec », admet aujourd'hui Brown, en réfléchissant à la façon dont l'exploitation qu'il a subie pendant ses jeunes années a conduit à des luttes personnelles importantes. Se sentant manipulé par ceux qui avaient le pouvoir et manquant de contrôle sur son propre récit, le parcours de Brown à travers la célébrité a eu un coût considérable sur son bien-être. Pourtant, l'histoire de Brown ne se termine pas en tragédie. Faisant preuve d'une résilience remarquable, il a travaillé avec diligence pour reprendre sa vie en main face au chaos qui menaçait de le consumer. « Mais maintenant, je reprends le contrôle », déclare-t-il, en parlant de son engagement continu envers la guérison et l'autonomisation. Aujourd'hui, Orlando Brown est un témoignage de la possibilité de renaissance après la tempête de la célébrité précoce. Son ouverture sur ces luttes est devenue une plateforme de plaidoyer, offrant de l'espoir à d'autres qui font face à des situations similaires. Exploitation. Bien que le chemin ait été ardu, Brown continue d'aller de l'avant, pas à pas, construisant une vie authentique à son vrai moi au-delà des contraintes de sa personne d'enfant star. Bow Wow. L'entrée de Bow Wow dans le monde du divertissement a été tout simplement extraordinaire. À seulement 13 ans, il a fait irruption sur la scène avec son premier album, Beware of Dog, devenant une sensation du jour au lendemain grâce à ses paroles accrocheuses et sa présence charismatique. Mais sous la surface de cette ascension fulgurante se trouvait un jeune artiste aux prises avec des pressions dépassant son âge. L'industrie du divertissement, avec ses exigences incessantes et son exploitation des jeunes talents, a eu un impact considérable sur le jeune adolescent. J'étais un enfant avec une grande responsabilité. Ce n'était pas amusant, a réfléchi Bow Wow sur ses débuts de carrière. La surveillance constante, l'attention médiatique et la pression pour maintenir une image parfaite ont créé un environnement étouffant. Dès son jeune âge, Bow Wow a été poussé à être une vache à lait pour les maisons de disques et Hollywood, s'attendant à produire continuellement des succès, décrocher des rôles au cinéma et incarner une personnalité familiale. Cela lui a laissé peu de place pour vivre une enfance normale. Je ne sais pas ce que c'est d'être un enfant normal et je ne peux pas dire que je le serai un jour, a-t-il admis, soulignant comment son enfance a été sacrifiée aux exigences de la célébrité. En grandissant, les pressions n'ont fait qu'augmenter. Le poids des attentes, les comparaisons constantes et le sentiment d'être piégé par sa propre célébrité ont commencé à affecter sa santé mentale. Dans le teaser de son album de 2018, Eddie 6, Suicide à l'envers, Bow Wow a ouvertement abordé les aspects plus sombres de son parcours. Il a parlé de l'immense pression pour répondre aux attentes de ceux qui ont lancé sa carrière, en particulier son mentor, Jermaine Dupri. Travailler avec Jermaine Dupri, c'était comme si je n'avais pas d'autre choix que de réussir et de percer, a révélé Bow Wow. La relation, bien qu'instrumentale dans son succès, était accompagnée de son lot de pression. Bow Wow se sentait obligé de maintenir la réputation que Dupri avait bâtie pour lui, parfois au détriment de son propre confort et authenticité. La demande de perfection de l'industrie ne laissait aucune place à l'échec ou à l'épanouissement personnel. Croissance.
Au-delà de ses luttes professionnelles, la vie personnelle de Bow Wow était également sous une constante surveillance publique. Ses relations, sa croissance et ses expériences quotidiennes ont été exposées au public. Je ne pouvais pas mener une vie normale. Je ne pouvais aller nulle part sans que les gens me regardent, a-t-il partagé, illustrant la nature envahissante de la célébrité pendant ces années formatrices. Malgré ces défis, l'histoire de Bow Wow est finalement celle de la résilience. Il a travaillé pour se libérer des chaînes de l'exploitation de l'industrie et reprendre son identité. Aujourd'hui, Bow Wow est un témoignage de survie et de découverte de soi. Bien qu'il ait affronté de nombreuses luttes, il continue d'évoluer et de prendre le contrôle de son propre récit, un pas à la fois. Son ouverture à propos de son passé sert à la fois de catharsis et d'inspiration pour ceux qui ont vécu une exploitation similaire dans le monde du divertissement. Macaulay Culkin. Vous vous souvenez de Macaulay Culkin, le gamin adorable de Home Alone qui nous faisait tous rire? Eh bien, des années plus tard, il a partagé des choses assez lourdes sur son enfance sous les projecteurs. Dans une interview de 2013 avec GQ, Macaulay s'est confié sur le fait d'être poussé à travailler sans arrêt étant enfant. « Je travaillais tout le temps », a-t-il dit. « Je n'avais pas une enfance normale. » Enfin, il a décrit comment l'industrie a tiré parti de son succès sans se soucier de son bien-être, menant à l'épuisement professionnel et à des problèmes de toxicomanie à la fin de son adolescence. Macaulay a parlé de travailler malgré les blessures et de comment personne ne semblait se soucier de sa santé ou de son bonheur. Il voulait juste continuer à faire des films et de l'argent. Johnny Depp. Même Johnny Depp n'a pas pu survivre au pire des dirigeants d'Hollywood. Johnny Depp, qui est devenu une grande star à l'âge adulte, a en fait commencé sa carrière en tant qu'enfant acteur. Dans une interview de 2002 avec The Guardian, il a révélé qu'il avait été physiquement maltraité sur le plateau lorsqu'il était plus jeune. Les réalisateurs le frappaient pour obtenir la bonne performance. Et il pensait que c'était comme ça que ça fonctionnait à Hollywood. C'était normalisé, a dit Depp. Je pensais que c'était comme ça que ça fonctionnait. Cet abus a affecté sa perception des figures d'autorité et a contribué à sa méfiance envers les professionnels de l'industrie tout au long de sa carrière. Drew Barrymore. Drew Barrymore faisait elle-même partie de la plus grande famille d'Hollywood, mais personne ne pouvait la sauver. Cela montre à quel point Hollywood peut être contrôlant. Elle a capturé nos cœurs dans E.T., a été incroyablement ouverte sur ses expériences d'enfance à Hollywood. Dans ses mémoires de 2005, Petite fille perdue, elle a écrit qu'elle avait été introduite à l'alcool à seulement 9 ans par des professionnels de l'industrie qui lui donnaient du vin pour calmer ses nerfs. Sa mère et ses agents ont encouragé sa consommation de substances, ce qui a conduit à l'alcoolisme à l'âge de 10 ans. Ma mère et mes agents ont encouragé ma consommation de substances, a écrit Barrymore. À 13 ans, elle a été envoyée en cure de désintoxication. Elle a exprimé comment l'industrie a échoué à la protéger et comment elle a été exploitée pour son image et son talent sans considération pour son bien-être. Michelle Williams. Michelle Williams, connue pour Dawson's Creek et son travail avec Heath Ledger, a partagé son histoire de manipulation émotionnelle dans l'industrie. Dans une interview de 2017 avec le New York Times, elle a parlé de la manière dont les professionnels de l'industrie commentaient constamment son poids et son apparence lorsqu'elle était une adolescente. « Ils me mettaient la pression pour maintenir un certain look », a déclaré Williams. Cette surveillance constante a contribué à des troubles alimentaires et a nui à son estime de soi. Elle a décrit comment l'obsession de son image corporelle était incessante et a affecté sa santé mentale tout au long de sa jeune carrière. Jason London. Jason London, qui est apparu dans Clueless et d'autres films, a discuté de la nature inappropriée des auditions pour les acteurs enfants. Dans une interview de 2018 avec The Cut, il a révélé qu'on lui posait des questions intrusives sur son corps et sa sexualité à un jeune âge. Il me demandait des choses sur mon corps et ma sexualité alors que je n'étais qu'un enfant, a dit London. Il a expliqué comment ces questions étaient normalisées comme une partie du travail, faisant sentir aux jeunes acteurs que ce genre de traitement était quelque chose qu'ils devaient simplement endurer pour obtenir des rôles. Cette exploitation a laissé des impressions durables sur lui et sur beaucoup d'autres jeunes artistes qui ont fait face à des situations similaires.